Certaines circonstances, en faisant de moi le voleur que je suis resté, m'ont donné sur la littérature et sur la vie un point de vue qui m'a toujours tenu lieu de code moral. Notre bibliothèque municipale abritait dans un même bâtiment la bibliothèque des grands et, séparée par un couloir, celle des petits, où tout, table, chaise, présentoir, poignée de porte, sanitaire, était à hauteur d'enfant. Et rien à 12 ans ne me paraissait plus injuste que cette ségrégation qui jugeait grand quiconque en avait plus de 15. Dissipons d'emblée un malentendu. Il ne faudrait pas conclure de ma fréquentation des bibliothèques une précocité quelconque. Je ne suis devenu assidu des livres que parce que je ne voulais pas rester chez moi les mercredis après-midi. Je n'avais pas d'amis, je ne savais pas comment m'en faire, je n'attirais pas les garçons de mon âge. Je ne savais pas comment les appâter, comment être attractif. Comme je n'avais aucune disposition pour le sport ni pour la musique, il me fallait trouver l'alibi d'un loisir justifiant mes absences hebdomadaires. La lecture en était un des plus rassurants aux yeux de mes grands-parents. À condition de savoir où j'étais et avec qui, ils n'étaient jamais très regardants sur la nature de mes activités extrascolaires. Il serait vain entre la littérature et moi de parler d'un coup de foudre, ni même d'une révélation. Je trouvais fastidieux mes mercredis après-midi que je passais à feuilleter de bêtifiants romans d'aventure. Envieux de leur concentration, je regardais les autres enfants, et je me demandais si tout compte fait, je ne serais pas mieux remplaçant sur un terrain de football. Souvent, je prenais prétexte d'aller aux toilettes pour sortir dans le couloir, et sans attirer l'attention, emboîter à son insu le pas à une femme susceptible d'être ma mère, qui pénétrait des livres pleins les bras, dans l'antre interdit de la bibliothèque des grands, d'où, la porte à peine entr'ouverte, s'échappait un vertige d'effluves de cire et de poussière, bunker silencieux comme une audience de jugement dernier, entrecoupé de craquements intermittents de lames de parquet. Ma rue se révélait infaillible et je me promenais des heures durant dans les allées de rayonnage en chênes cérusés, à observer les habitués, fascinés par leur recueillement. En m'interrogeant sur ce qui, dans ces volumes reliés de cuir lit de vin, justifiait une telle expression d'austérité, de perte en soi-même. Je n'étais pas tant captivé par les livres que par l'incompréhensible spécificité de leur effet sur les êtres que j'épiais avec une avidité de vampire déshydraté. C'était, chaque mercredi, la même tentation d'ouvrir sur les chariots les piles de volumes rendus et de lire, au dos des couvertures, la petite fiche à carreaux blancs sur laquelle correspondait au numéro de carte du lecteur, les dates de sortie et de rentrée du livre emprunté. Je calculais le temps qu'il m'avait fallu pour le lire. Je cherchais dans ces pages le secret de l'intérêt qu'il y avait immanquablement trouvé. Un dilemme me tourmentait. Je m'interrogeais parmi tant de titres sur celui qu'il convenait de choisir en premier. Je supposais qu'il devait y avoir une chronologie selon laquelle s'ordonnaient toutes les œuvres déjà écrites, qui s'agençaient les unes aux autres pour ne former qu'une seule et même œuvre, tel l'infini feuilleton de la vérité du monde. La bibliothèque se présentait comme une énigme fatale aux questionneurs distraits. Je ne parvenais pas à concevoir que la lecture puisse être un acte dénué de sens profond. Lire n'était que le simulacre visible d'une conduite dont j'ambitionnais de découvrir le secret. Je rattachais les lecteurs aux membres d'une secte perpétuant des rites ancestraux.
il n'y avait à première vue qu'une poignée d'hommes et de femmes qui feignaient de ne pas se connaître, empruntaient des livres et repartaient plus intouchables et taciturnes que jamais, souverainement hors d'atteinte. Mais je soupçonnais que leur indifférence n'était qu'une façade de convention, et je ne doutais pas de la clandestinité de leur connivence. Ils avaient tous quelque chose de semblable. Ils se ressemblaient tous, sans que je puisse déterminer en quoi. Ces volumes qui passaient de main en main recelaient des informations codées que je rêvais d'intercepter. La bibliothèque se transformait dans mon imagination d'apprenti mythomane en lieu où se fomentait un complot dont je voulais être. La lecture devenait hors la loi. Elle entretenait avec l'interdit des rapports souterrains que je me proposais d'élucider. À mesure que m'était révélée la nature illicite de cette activité, lire me rendait la vie passionnante. Je passais désormais chaque heure de liberté à prendre des notes sur le comportement des habitués. Les livres qu'ils avaient feuilletés, consultés, empruntés ou rendus. Un après-midi que la bibliothécaire s'était absentée, je dérobais dans son tiroir de bureau laissé entrebâillé une trentaine de fiches de lecteurs sur lesquelles, outre le détail de leurs emprunts, étaient inscrits leur nom, adresse, profession, numéro de téléphone, dont je pouvais tirer toutes sortes d'informations en apparence anodines, susceptibles de me mettre sur la voie de leur complot. Si un même roman avait été sorti par 2 de mes lecteurs, j'y décelais aussitôt la preuve de leur complicité, et à mon insu, je leur imaginais échange de lettres et rendez-vous clandestins. Mon obsession des faux-semblants était telle qu'il m'arrivait parfois de les suivre dans la rue, jusque chez eux, à la recherche de je ne sais quels précieux indices concernant leur vie secrète. Je commençais à voler des livres dans ces circonstances de mauvais romans d'espionnage. Je volais des livres parce que j'étais trop jeune pour qu'on me permette d'en emprunter. Voler réparait une injustice contre laquelle je me sentais le devoir moral de lutter. Mon premier larcin a été l'Orestie d'Eschyle, à cause du masque de tragédie qui figurait en couverture. J'étais irrésistiblement attiré par la triple cavité béante de la bouche et des yeux, et je le glissais presque à mon insu dans le soufflet extérieur de mon cartable d'écolier. Cette couverture m'ensorcelle, elle me hante. C'est un masque de tragédie, un persona. Plus tard, je comprendrai. Ce masque, c'est moi, c'est mon avenir. Ce persona, c'est le visage qui me sera échu comme destin. La fêlure est un destin comme un autre. Vivre, c'est ça peut-être. Aller au-devant de sa propre fêlure, et puis, le sourire aux lèvres, continuer à vivre en pièces détachées. La possession de ce livre m'était vitale. J'ignorais tout d'Eschyle et de la tragédie grecque, mais il me semblait, dans ce livre, voir l'ébauche d'une solution au manque de personnalité dont je me savais atteint. La vacuité de ce masque antique parlait de ma propre vacuité, de ma propre conviction d'imposture, de ma propension encore inconsciente à être de préférence n'importe qui plutôt que moi-même. J'ai lu l'Orestie d'un trait,
et sans comprendre les liens de parenté entre les personnages, j'ai été subjugué par la frénésie de leurs déchirements familiaux dans lesquels je ne me reconnaissais que trop. À la volupté du vol s'ajoutait celle d'une émotion de lecture. Je volais et le livre et la volupté que je tirais de sa découverte. Le plaisir était associé à la forfaiture, et j'étais trop jeune pour que ce rapprochement imprudent ne soit pas sans conséquence. J'avais pour règle de ne voler que des livres déjà empruntés que je brûlais une fois lus, car mon besoin de lire participait de mon impatience à rejoindre les autres dans un besoin devenu commun. Je n'ai d'abord lu que ce que les autres lisaient, lire et voler me donnant à peu de frais l'illusion de devenir comme les autres, de devenir les autres, de cesser d'être moi. Ça a été à mon insu que j'ai commencé à aimer les livres, indépendamment de leur couverture ou de l'intérêt qu'on était susceptible de leur porter. Quatre ou 5 ans de routine de vol ont fait de moi un voleur accompli. J'ai volé dans les bibliothèques, dans les librairies, les grandes surfaces, au lycée, chez les amis de mes parents. Partout où il y avait à voler, je volais. Voler était mon verre de whisky, ma morphine. Ma technique se révélait infaillible. Je demandais à une vendeuse le livre que je venais de voler. Elle cherchait. Elle prétendait l'avoir vendu la veille et me proposait de me le commander. Je déclinais son offre et je sortais sans hâte du magasin. Je volais au gré de mes inspirations. J'ai volé L'homme sans qualité pour la photo de couverture de Robert Musil, soldat dont l'attrait érotique me poursuit à des années de distance. J'ai volé Proust pour les aquarelles de Van Dongen. J'ai volé l'idiot pour le pressentiment que j'avais de ma propre idiotie. J'ai volé Kant pour son hermétisme. J'ai volé Aristote pour mieux comprendre Échille. J'ai volé saint Thomas pour mieux comprendre Dante. J'ai volé Virginia Woolf parce qu'elle s'était suicidée. Voler un livre sur lequel j'avais jeté mon dévolu tenait de l'évidence. Voler se paraît de la lueur d'étoile d'une vraie vocation. Et si depuis longtemps j'ai cessé de voler des livres, je n'en ai pas pour autant renoncé à voler. Seule la nature du butin a changé. Voler à grande échelle est devenu le ressort secret de mon ambition. Que la liberté, le bonheur et le temps soient au-dessus de mes moyens suffisait à me donner envie d'être libre, heureux et disponible. En moi se réconciliaient les deux acceptions du verbe voler.